C'est prêt. Bon, je vous explique. À la base, je voulais faire une vidéo interview avec le réalisateur du film, Simon Monteiro, et une des actrices, donc Anna Diakharétian-Doum, qui joue donc le rôle de Mati. Malheureusement, ça n'a pas pu se faire parce que Anna vit au Sénégal. Et Simon, le réalisateur, donc, quand je l'ai contacté, il m'a dit qu'il s'était déjà retiré dans sa grotte pour préparer la suite. Et donc, il ne donnait plus d'interview. Désolée, population, malheureusement, je suis arrivée un petit peu tard. Et j'avais un peu oublié que faire du contenu, ça demande aussi d'être au taquet. Du coup, je lui ai dit que pour le prochain film, je ferai en sorte d'être plus réactive. Et il m'a répondu, deal. Je vais quand même faire une vidéo sur le film, ça va être un peu différent de ce que j'avais en tête à la base, mais ça va me permettre d'aborder des angles que j'aurais pas forcément abordés devant le réalisateur. Le film est sorti le 18 septembre, donc ça fait un mois maintenant, donc ça permet de faire quelques observations et de tirer certaines conclusions. Regardons un petit peu ce que disent les chiffres. Bon là, c'est pas encore réactualisé, mais du coup, pour les 3 premières semaines, le film a fait 300 000 entrées. À en juger la manière dont ça évolue, là, ça devrait passer à 400 000 entrées pour les 4 premières semaines, du coup. Juste en guise de comparaison, on va regarder combien est-ce que 12 Years a Slave, ils ont fait au box-office, en France, du coup. Ils ont fait 1,7 million d'entrées. Bon. C'est bon. Ton film, il a floppé. Ça, par exemple, j'aurais pas pu le dire devant le réalisateur. Non, en vrai, rien de méchant. On va juste essayer de comprendre pourquoi. Je trouve ça dommage que les gens ne se soient pas vraiment déplacés pour aller voir le film. Donc, on va parler de ça dans un premier temps. Donc, si vous n'avez pas vu le film, vous pouvez rester pour cette première partie de la vidéo. Et en deuxième partie de la vidéo, on va parler du film en lui-même. Si vous n'avez pas vu le film, faites pause dans ma vidéo, allez voir le film et revenez plus tard. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Quelles sont les raisons qui font qu'il n'y a pas eu foule qui se soit déplacée pour aller voir ni chaîne ni maître? Moi, je pense que dans un premier temps, le film, il a souffert d'une certaine invisibilisation parce qu'il n'y a pas eu beaucoup de promotion. Moi, personnellement, j'ai pas vu beaucoup de vidéos promo passer sur le film. Et pourtant, vu l'algorithme que j'ai, je suis la cible toute désignée. Donc, je me dis que quelqu'un qui n'a pas mon algorithme, il a pas dû entendre parler de ce film du tout. Donc, moi, je parle d'un point de vue d'internaute parce que j'ai pas la télé. Quand j'étais chercher des vidéos promo, elles étaient surtout visibles sur des médias précis, afro, antiracistes, qui font pas des millions de vues, donc qui atteignent vraiment une cible assez restreinte. Sans avoir à chercher, la seule vidéo qui est apparue dans mon fil, c'était une vidéo où on voyait Camille Cottin parler de son expérience, ce que ça lui a fait de devoir rentrer dans un personnage esclavagiste, et elle disait que voilà, ça a été difficile pour elle de devoir dire le N-word, etc. Bon, depuis quand les blancs ont du mal à dire le N-word? À d'autres, vous rêvez de le dire. En vrai, j'aime beaucoup Camille Cottin. Je l'ai découvert à l'époque où elle faisait Connasse. J'étais fan. Je pouvais pas louper un épisode. En vrai, la vraie réflexion que je me suis faite quand j'ai vu cette vidéo, c'est mais c'est intéressant parce que du coup, là, moi, je vois juste une vidéo d'une blanche parler de son expérience à devoir jouer une esclavagiste, mais j'aurais bien aimé voir les acteurs noirs. Pour une fois, qu'on a des acteurs noirs dans un film français. Donc on n'a jamais autant d'acteurs noirs que quand il s'agit de parler d'esclavage. Donc profitons-en. Pour une fois qu'on a des acteurs noirs à mettre en avant, bah du coup, là, moi, je les vois pas. Surtout, j'ai envie de savoir ce que ça leur a fait à eux de devoir interpréter le rôle d'un esclave, en fait. Parce que jouer un esclave, c'est aussi une performance qui doit être saluée. Et je suis sûre qu'il y a plein de choses à en dire. Et c'est une des raisons pour laquelle je voulais inviter, du coup, Anna, celle qui jouait Mati, pour qu'elle puisse partager avec nous son expérience. Et quand je suis passée sur son compte Insta, j'ai vu qu'elle avait à peine 1000 abonnés. Je me suis dit, mais attends, c'est quoi ça? Un film français important qui vient de sortir sur l'histoire des Noirs. Vous êtes où les noirs pour hyper la go là? C'est aussi parce qu'elle est aussi douée. J'ai beaucoup aimé aussi le jeu d'acteur d'Ibrahim Baye. C'est celui qui jouait Massamba, donc le père de Mati. Globalement, le jeu d'acteur, il était bien, le casting était bien choisi. Juste un moment, je vous avoue, j'ai rigolé. Je raconte, c'est pas un spoil. Les 2 gars qui accompagnent chez ses fils d'ailleurs, la Dame Victoire, à un moment, ils se battent tous les 2. Et c'était comme ça, ils se battaient comme ça. J'étais en mode, c'est quoi ça? Des meufs dans 93 qui se battent mieux que ça. Bref, donc, si j'avais pas été chercher d'autres vidéos, on aurait eu le sentiment qu'il y avait que Camille Cottin qui était mise en avant par rapport au reste du casting, mais d'un autre côté, Camille Cottin c'est aussi une actrice avec une certaine renommée, donc je comprends le besoin de l'utiliser pour la promotion, de l'utiliser entre grands guillemets. Après, j'irai pas jusqu'à dire que c'est Camille Cottin qui a invisibilisé les autres, non, rien à voir, parce que c'est le film tout entier qui est invisibilisé, donc forcément si les gens ne vont pas voir le film, ils peuvent pas aller hyper les acteurs. Il y a l'invisibilisation. Ajoutez à ça le fait que la majorité des acteurs, ce soit des acteurs
peu connus. Donc Simon Monteiro a fait le choix de choisir des acteurs sénégalais du Sénégal, pas de la banlieue parisienne, sans doute parce que la majeure partie du film se faisait en Wolof. Maintenant, il y a aussi des gens qui sont au courant que ce film existe, donc qui est allé voir le film finalement? J'ai l'impression que si le film il est un peu flop, c'est parce que les Noirs n'étaient pas au rendez-vous. Ils se sont pas déplacés massivement. Dans ma salle, personnellement, c'était majoritairement que des personnes blanches et j'ai été le voir à UGC de Châtelet-Léal. On peut pas dire que je suis au fin fond de nulle part où il y a pas de Noirs. Donc je pense que c'est principalement des personnes blanches qui se sont déplacées pour aller voir le film. La raison pour laquelle les Noirs ne se sont pas déplacés massivement pour aller voir le film et le soutenir. C'est quelque chose que j'ai observé sur Twitter, mais vous allez me dire Twitter c'est qu'un échantillon de personnes, mais ça reste quand même révélateur d'une pensée générale. Pas mal de personnes se sont plaints en disant oh, encore un film sur l'esclavage. Je sais pas si vous mesurez vos propos des fois. Quand on sait que l'esclavage colonial a existé et que l'esclavage de manière générale existe encore, oser se plaindre qu'il y a des films qui sont faits sur ça, quel niveau de privilège et d'indécence il faut avoir pour se plaindre de ça? Déjà, ce film-là, c'est un des premiers films français qui parle de l'esclavage dans une colonie française. Ensuite, il en parle en abordant un angle précis qui est le marronnage. Ce n'est pas du déjà vu. Et quand bien même, il n'y aura jamais trop de films sur l'esclavage. Il y a des gens qui se sont plaints en mode oui, il y en a marre de représenter les Noirs, qui en tant qu'esclaves, on veut des héros, etc., etc. Mais là, justement, on vous montre des héros, on vous montre des résistants face au système esclavagiste. Donc, qu'est-ce que vous voulez, en fait? Pour moi, ce genre de remarque, ça traduit vraiment un mal-être de la part de certaines personnes noires. Il n'y a rien de honteux dans le fait que des Noirs aient été esclaves. Ce qui est honteux, c'est d'avoir été esclavagiste. Ce genre de pensée, chez certaines personnes noires, ça perpétue aussi ce discours comme quoi les Noirs, pendant l'esclavage, ne se sont pas rebellés, n'ont pas opposé de résistance, ils se sont simplement laissés faire. Eh bien, si vous alliez voir ce genre de film, précisément, vous sauriez que non, ils ont résisté. Il n'y aura jamais trop de films sur l'esclavage, parce qu'on a un devoir de mémoire. En vrai, quand vous regardez, il y en a pas tant que ça, c'est juste vous qui abusez. Parce que, on va se le dire, vous êtes des putains de complexés. Il y a des fois, je comprends pas votre discours sur la représentation. C'est quoi la limite? Parce que, pourquoi est-ce qu'il faudrait cantonner les Noirs à certains rôles précis où, dans votre logiciel, ils sont mis en valeur? Donc, est-ce que ça veut dire que les Noirs n'ont pas le droit de jouer des rôles de méchants? Il y a des rôles de méchants qui sont incroyables à performer. Genre, du coup, vous limitez les Noirs, en fait, les acteurs noirs. Ils étaient déjà dans une case et vous les limitez à une autre case. C'est débile. Il faut donner la possibilité aux gens de jouer tous les rôles. Bref, donc par rapport à ces réponses un peu bêtes, il y avait Balou qui avait fait un super tweet pour répondre à ça. Je vous le mets. Bon, le tweet, il est bas de long, donc je vous le mets en deux parties. Regardez de gauche à droite. Moi, je voudrais ajouter aussi un truc à sa liste. J'aimerais beaucoup qu'il existe un film sur l'esclavage au Congo, donc en RDC. Alors, c'était pas des Français, c'était les Belges, mais c'est des francophones. Beaucoup de personnes ont du mal à percevoir ce qui s'est passé sous Léopold II comme étant de l'esclavage. Je pense parce que ça s'est passé sur le sol africain. Les Congolais étaient forcés à travailler pour l'exploitation du caoutchouc, de l'ivoire, les conditions atroces, les mutilations, les fameuses mains coupées. Léopold II demandait à ses soldats de couper les mains de Congolais dès qu'ils utilisaient des cartouches, genre des cartouches pampan, en mode justificatif, en mode note de frais de l'utilisation de la cartouche, le degré de folie. Et bien sûr, il y avait aussi les viols, etc. Classic shit. Pendant cette période, il y a 10 millions de Congolais qui sont morts et c'est considéré comme le premier meurtre de masse perpétré par des Européens. Et depuis, les Congolais souffrent encore pour les mêmes raisons, le capitalisme, l'exploitation, les jeux de pouvoir. Tout ça pour dire que l'idée qu'il s'agissait d'un énième film sur l'esclavage, je pense que elle a trotté dans la tête de beaucoup de monde et c'est pour ça que les gens se sont pas vraiment déplacés. Ajoutez à ça le fait que j'ai vu très peu de réactions en fait une fois que le film était sorti. Même des créateurs de contenu noir pour qui en général c'est le sujet, il y en a pas beaucoup qui en ont parlé. Si bien qu'à un moment donné, avant d'aller voir le film, je me suis dit mais est-ce que les gens en parlent pas parce que le film est nul? Avant d'aller le voir, mon appréhension, ça a été « J'espère que c'est pas un film trop complaisant avec les Blancs ». J'ai oublié de dire que de manière générale, les films sur l'esclavage ne rameutent pas les foules en France. Prenons par exemple les chiffres de 12 Years a Slave, 1,7 million d'entrées, c'est pas énorme. Aux US, le film a fait 53 millions d'entrées. C'est assez révélateur du rapport que nous avons en France avec l'histoire coloniale et la traite négrière. Pour ce qui est de l'identification des Noirs français à l'histoire des Afro-Américains, pour moi, le transfert est dû au fait qu'on est toute une génération à avoir grandi avec la pop culture américaine, à défaut de représentation noire en France. Je pourrais en dire plus là-dessus, mais je m'éloignerai du sujet. J'en parlerai sûrement dans un TikTok. Bon, maintenant, si vous n'avez pas vu le film, vous pouvez vous arrêter là, aller voir le film et revenez plus tard. Maintenant, je vais vous parler du film en lui-même.
Voilà. Là, on est vraiment ambiance cinéma, t'as capté? Le personnage le plus important du film, c'est Mati. Parce que sans Mati, il n'y aurait pas de film. Mati, elle symbolise l'insoumission, la rébellion, la résistance tout le long du film. Au début du film, le fait qu'elle refuse que son père l'appelle Colette. Pendant l'esclavage colonial, les colons français donnaient des prénoms français aux esclaves dans le cadre de la mission civilisatrice. Donc là, ça symbolise clairement son refus de s'assimiler. Et qui c'est qui l'appelle comme ça? C'est son père, Massamba. Il est le contraire de sa fille. Il cherche à tout prix à rentrer dans le moule. Il veut que sa fille soit affranchie de manière légale et il y croit. Il croit que en faisant vraiment tout dans les règles, il va réussir à obtenir ce qu'il veut. Cette liberté. Alors forcément, on voit qu'il n'est pas bien vu par d'autres esclaves, qu'il est considéré comme un traître. Et le fils de la plantation sucrière a aussi appris à Massamba à lire et écrire par les Français. Pendant le dîner là du maître de la plantation avec le gars, un représentant de la cour de France qui lui pose des questions et lui qui répond, donc Massamba, en disant oui, nous les Noirs, nous sommes l'égal des bêtes, donc on doit être traités comme des bêtes. Et malheureusement, ça paye pas parce que les racistes restent racistes. Et à un moment, ce personnage-là, l'envoyé de la cour de France, à un moment, il pose une question très intéressante que j'ai notée. Il demande pourquoi les esclaves fuient-ils? Et ça, je trouve que cette seule question, elle représente vraiment toute la pensée de l'époque. Genre aujourd'hui t'entends la question, t'es en mode comment ça, pourquoi il fuit? Elle est premier degré ta question, t'es con quoi? Genre c'est pas évident. Et du coup ça renvoie à une vidéo que j'avais faite sur l'origine du stéréotype qui disent que les Noirs sont paresseux, ne travaillent pas, etc. Alors que paradoxalement c'est eux qui font tout le sale boulot. Pourquoi est-ce que dire que les Noirs sont feignants, paresseux, c'est raciste? Eh bien ça remonte évidemment au temps de l'esclavage colonial où en plus des préjugés qu'il y avait envers les Noirs pour en faire des sous-êtres corvéables à merci, dans les faits c'est vrai que la plupart des esclaves noirs n'étaient pas très motivés à l'idée de travailler 10, 12, 15 heures par jour sans salaire et de se faire fouetter. Ouais. Quand ils sabotaient leur outil de travail pour ne pas avoir à travailler pendant quelques instants, il ne s'agissait pas de paresse, comme le définissaient les esclavagistes, mais plutôt de résistance face à leurs conditions d'esclaves. Quand les plus téméraires d'entre eux s'essayaient au marronnage, c'est-à-dire qu'ils essayaient de fuir, ce n'est pas parce que c'est les paresseux qui veulent pas travailler, c'est parce qu'ils essayaient d'échapper à leurs conditions d'esclaves. La paresse au travail, c'était donc un discours esclavagiste, mais aussi un discours capitaliste qui est encore utilisé aujourd'hui. Fait intéressant, sachez que la paresse, c'était aussi un argument qui était avancé par les abolitionnistes, donc les gens qui voulaient mettre fin à l'esclavage. Et notamment un certain Pierre-Samuel Dupont de Nemours, qui était à l'époque philosophe, économiste. Il disait donc face aux esclavagistes que les Noirs n'étaient pas paresseux par nature, ils le faisaient exprès pour échapper à leurs conditions d'esclaves. C'était donc pour lui une preuve que les Noirs étaient intelligents. Il avançait donc l'argument de la rentabilité. Plutôt que de payer des garde-fous pour les forcer à travailler, autant payer les gens pour les motiver à travailler. Ce que je trouve marrant, c'est que l'argument, il est archi-capitaliste, mais en même temps, face à des esclavagistes, qu'est-ce que tu veux dire, vu qu'ils n'ont pas d'humanité? Voilà. Mon TikTok était parfait, j'ai rien à ajouter. Je vais parler donc de Mati et du fait qu'elle symbolise l'insoumission tout au long du film. Vient le moment où elle décide de fuir. Le maître de la plantation veut punir Massamba à cause de l'autre connard là, de négrophobe de la cour de France. Il lui dit qu'il n'a plus le droit du coup de vivre avec sa fille et que sa fille doit vivre sous son toit, sous le toit du maître. On sait très bien qu'à cette époque, quand tu es une jeune fille noire et que tu vis dans la maison du maître, ça veut dire que tu vas t'y faire violer. Forcément, l'idée ne plaît pas à Massamba, mais il n'a pas le choix, il doit emmener sa fille auprès du maître. Et là, Mati décide de fuir. Et donc, avec la fuite de Mati, le personnage de Massamba va évoluer. Lui qui était l'esclave bien intégré, bien obéissant, par amour pour sa fille, pour la retrouver, il va littéralement décider de briser ses chaînes. Donc on voit bien avec la scène où il brise le truc là sur sa tête. Intervient donc le personnage de Madame la Victoire, une chasse et le début d'une aventure en tant que marron. Il y a eu différents personnages qui sont intervenus au cours de cette aventure en tant que marron, mais ça a été très furtif. Genre moi je trouve que ça aurait été cool qu'il y ait eu plein de personnages et que chacun vienne avec son histoire, etc. Il y a eu des tentatives de ça, avec le gars là justement qui avait été affranchi et puis finalement on a brûlé ses papiers. Genre ça aurait été bien genre de creuser un peu plus des personnages comme ça, et il n'est pas trop allé là-dedans. Précisément parce qu'il durait que 1h30 en fait. Quand j'ai cherché des horaires pour aller voir le film et que j'ai vu qu'il durait qu'1h30, je me suis dit mais comment ça se fait que c'est aussi court? C'était un choix? Est-ce que c'était une affaire de budget? Ça, c'est une question que j'aurais bien aimé creuser avec le réalisateur. Ça explique peut-être le fait que certaines personnes sont sorties un petit peu déçues. Moi, j'irais pas jusqu'à dire que c'est bâclé. C'est vrai qu'on aurait aimé que ça creuse un peu plus, mais ça nous a quand même montré quelque chose.
les réactions que j'ai pu observer dans la salle. Genre, à un moment donné, il y a un personnage qui s'est fait trancher la gorge d'un coup, et c'était un blanc. Et les gens, ils étaient en mode, ah! Et là, j'étais en mode, ah! Alors là, vous réagissez. Quand c'est des blancs qui se font tuer, vous réagissez. Mais en vrai, c'était vraiment surprenant ce moment, on s'y attendait vraiment pas. Pour en revenir au fait que c'était trop court, ma petite déception, c'était qu'on apprenait vraiment à connaître les personnages de Mati et Massamba que vers la fin, au moment où ils sont dans la grotte et qui se présentent aux autres marrons et qui racontent leur histoire. Donc Massamba parle du coup de sa femme, donc la mère de Mati, parle du fait qu'elle soit morte au cours du voyage, donc sur le négrier, parce qu'elle voulait pas être esclave. Autre moment intéressant par rapport à Mati, c'est que quand il raconte cette histoire, l'histoire de la mort du coup de sa mère, les plans se font beaucoup sur Mati à ce moment-là, et l'émotion qui transparaît de Mati, c'est qu'elle est pas en colère, elle est pas triste, on parle quand même de la mort de sa mère, elle est fière. Mati, vraiment, du début à la fin, insoumission et fierté. Genre, je pense que c'est pour ça que j'aime autant ce personnage. Ce qui est vraiment mémorable dans ce film, c'est la fin. Le suicide collectif, en même temps, on s'y attend pas, mais en même temps, c'était écrit dans le titre. Ni chaîne, ni maître, plutôt mourir debout que vivre à genoux. Et il faut savoir que le réalisateur, pour la fin, il reprend un mythe local. Voilà ce que dit le mythe précisément. Un groupe de marrons aurait procédé à un suicide collectif en haut du sommet du Morne à l'arrivée des troupes anglaises. Donc à ce moment-là, c'était les Anglais qui avaient colonisé l'île Maurice. Ils choisirent en effet de mourir plutôt que de se laisser capturer et retourner à la servitude. Des anthropologues et des archéologues de l'université de Maurice ont effectué des recherches en 2003, mais n'ont pas pu démontrer la véracité de ces faits. Bon, vous avez pleuré? Est-ce que pour vous, c'est une fin triste ou une fin heureuse? Ce qui les attendait là, ça aurait été 10 fois pire. Quand on voit le contexte, est-ce que c'est pas mieux de mourir dans ces circonstances? La mort, c'est triste, mais est-ce que là, ça l'est vraiment? C'est sûr que quand tu réalises qu'ils ont pris la décision de sauter, t'es en mode « oh waouh ». Mais après, j'étais en mode « ouais, logique ». En tout cas, moi, dans ma salle, les gens, ils ont applaudi et j'arrive pas à me souvenir d'un film que j'ai été voir. Bon, je vois pas non plus énormément de films au cinéma, mais je me souviens pas d'un film que j'ai pu voir où les gens ont applaudi à la fin, quoi. Moi, personnellement, j'applaudis. Je pense que1 heure de plus d'aventure en tant que marron, ça aurait été vraiment intéressant à suivre et à vivre. J'imagine que les conditions de tournage liées à l'environnement, tout ça, ça devait pas être facile non plus, mais en tout cas, merci pour ce film. Ma bougie, elle s'éteint. Oh, c'était sûr. Mais... oh, juste un. Je vais pas y arriver. Maintenant, je dois tout ramasser. Trop bien, Christa. Trop bien tes idées. Cet aspirateur s'adapte parfaitement pour vos petits espaces. Il contient une petite trappe à déchets, ouverture facile pour libérer vos déchets en un clic. Il se transforme facilement en aspirateur à main pour plus d'options d'aspiration. L'essayer, c'est l'adopter.